Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis, comme expliqué par José et Sarah Imiche, fondatrice de Scalimo, un cabinet de conseil pour accompagner les acteurs de l'immobilier dans leur transition en cette période de crise. Et je suis ravie d'échanger autour d'un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Nous, notre regard, ce sera un regard concret. On va aller dans le plus deep dive sur qu'est-ce que ça apporte, quels sont les avantages de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier pour les différents acteurs et surtout comment le futur se dessine pour l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de notre belle industrie. Et pour cela, je suis accompagnée d'experts du sujet, à la fois métier, à la fois intelligence artificielle et surtout qui sont déjà dans l'action. Et ça, c'est important, et qui contribue justement activement à cet apport. Et je commence par Béatrice Cage. Vous êtes Head of Search and Innovation chez Swiss Life Asset Management, mais vous avez d'autres casquettes. Bonjour à tous. Vous avez d'autres casquettes. Vous êtes à la fois, vous avez un rôle de pont et de passerelle entre les grands comptes et les grands groupes, leurs problématiques business, et les startups et la PropTech et la Contech au travers notamment de votre rôle au sein de Finance Innovation, mais je vous laisserai le loisir de rentrer dans ce type de sujet. À côté, il y a William Violet. Vous êtes fondateur et CEO de Omio, une solution d'intelligence artificielle pour différents acteurs du secteur, et on aura l'occasion d'échanger sur ce sujet. Et Marc Floriani, vous êtes le directeur général de Lianaka. Lianaka étant également une solution d'intelligence artificielle. On aura le storytelling et comment la genèse de cette solution, comment elle a commencé, juste dans nos conversations par la suite. Et Gildas Chauveau de Vala, impeccable, directeur général adjoint au sein de la transformation et digitale, au sein de Spirit, qui est un des promoteurs de la place, et vous êtes président de Cerema, Cerema étant une filiale de Spirit et qui porte justement cette transformation digitale. Vous en parlerez tout à l'heure, et notamment ce choix d'un promoteur immobilier de créer une filiale purement technologique. Et on commence par vous, Béatrice. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, si on est là, tout le monde parle d'intelligence artificielle. On entend parler, les médias s'en saisissent de ce sujet. Elon Musk en parle. Dès qu'on ouvre nos réseaux sociaux, LinkedIn professionnels, il y a des webinaires dans tous les sens autour de l'intelligence artificielle. Et tout ça, on le doit en partie à l'arrivée de ChatGPT. Et du coup, à l'arrivée de l'IA non générative. Il faut avouer aussi que ChatGPT, il s'est introduit dans notre quotidien. Il a démocratisé et rendu accessible l'intelligence artificielle au plus grand nombre. Mais cependant, l'intelligence artificielle existait bel et bien avant le ChatGPT. Et justement, vous avez vécu cette révolution de l'intelligence artificielle. Ça serait un éclairage de votre part de partager à l'audience votre vision du sujet. Qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à vous tous de faire salle comble aujourd'hui pour écouter finalement les 4 stars qui sont là, puisque c'est quand même la jeunesse qui est représentée. Moi, je fais partie du monde d'avant et je fais le pont avec le monde nouveau. Alors effectivement, on a eu une conversation très intéressante. Il se trouve que moi, je suis plutôt ingénieure de formation et matheuse, et effectivement, j'ai fait ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui à l'époque s'appelait du calcul numérique, de la simulation numérique. Des travaux algorithmiques quand j'étais toute jeune, et en fait on n'avait pas des super calculateurs, et à l'époque on achetait des consoles de jeux pour retirer les cartes mémoire, les intégrer, et puis pour faire tourner finalement nos machines et revenir le lendemain matin pour voir si on avait des choses intéressantes à se mettre sous la dent. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait aujourd'hui je suis dans l'immobilier, et en fait je n'étais pas dans l'immobilier, j'étais dans le monde par exemple plutôt d'allocation d'actifs finance. Je vais revenir à ChatGPT. L'intérêt de ChatGPT, c'est qu'à la fois, ça permet d'être du fast-food de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tout le monde en consomme sans véritablement savoir ce qu'il y a derrière, d'où vient, entre guillemets, la viande, si c'est du bœuf français ou pas. Et ça permet aussi une forme d'évangélisation, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui sont intellectuellement intéressés par ce genre de révolution et du coup qui décident de s'y mettre ou qui font des études, etc. Ça, ce sont les 2 choses importantes.
Troisième chose importante pour aborder le monde nouveau et l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, c'est la vérité, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes comme moi, c'est que demain, en fait, il faudra avoir je ne veux pas dire une multitude d'expertises, mais il faudra probablement agréger de manière cognitive des différents champs d'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour comprendre que l'IA, c'est une nouvelle forme de rebranding de ce qu'on a connu depuis les 30 dernières années, et on rend hommage à Alan Turing quand même, qui a été le père fondateur de l'IA, donc je crois que c'est 55 et autres. Ce rebranding pourrait accélérer les choses, et on a effectivement des grands enjeux, à la fois pour l'immobilier, dans la mesure où il y a le côté exploitation, transition climatique, pourquoi pas financement, pricing des immeubles. Quelque part, il y a 10-20 ans, on parlait dans l'immobilier de la smart cities, avec finalement de l'intelligence artificielle qui était derrière cette notion de smart cities. D'accord ? Je pense que tout le monde parlera des réseaux connectés. Aujourd'hui, on parle plutôt de smart building. D'accord ? Et le smart building, c'est quelque part beaucoup d'intelligence artificielle, quel que soit finalement le champ d'application dont on parle, encore une fois, exploitation, financement et même pricing. Et je pense qu'il y a des experts. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Oui, pour dire que voilà, il y a quand même une différence entre l'immobilier et les autres champs d'application, si je peux en prendre 2 minutes en plus. Comme je l'ai dit, je suis matheuse, j'ai fait beaucoup d'allocations d'actifs. Sur les marchés financiers, quelque part, il y a toujours de l'IA. Dans les années 90, pour les plus vieux qui connaissent Black-Scholes, etc., il y a eu beaucoup d'algorithmes. Aujourd'hui, on parle de gestion indicielle, etc. Quelque part, c'est de l'IA qu'il y a derrière. Alors, avec une forme d'IA très particulière, très spécifique, on ne va pas rentrer dans le détail, sauf s'il y a des questions. Mais du coup, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les fintechs ont eu le vent beaucoup plus rapidement que les proptech. Parce que quelque part, il y a eu cet antécédent, cette espèce de communauté à la fois scientifique et professionnelle qui était outillée avec à la fois des concepts, à la fois des machines, à la fois des outils pour générer de la surperformance par rapport à leurs pairs. Et dans l'immobilier, on va retrouver exactement le même type de philosophie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'outiller de PropTech selon la problématique qu'on a pour essayer de générer de la surperformance, peut-être financière ou, environnementale, grâce à ce type d'outils, PropTech au sens très large, d'un écosystème qui utilise différents types de IA. Donc voilà ce que moi je pourrais dire, entre guillemets, en résumé, sur ma vision du monde d'avant et du monde à venir. C'est très intéressant parce qu'en effet, il y a des industries qui ont intégré l'intelligence artificielle bien en amont. Et comme vous dites, la FinTech fait partie de ces industries-là. Et justement, ce qu'on constate, c'est qu'avec l'arrivée de ChatGPT, l'industrie immobilière commence à se familiariser. Et là, je passe de l'autre côté de la table avec Gildas parce que vous êtes un acteur de la promotion immobilière et vous vous êtes saisi de l'IA non générative pour avoir des champs d'application. Et ma question naturelle serait, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Alors nous, plutôt les génératives, Sarah. Pardon. Oui, donc Spirit, promoteur et gestionnaire d'actifs. Nous, la démarche, c'est un peu l'idée de Sam Altman de dire quand est-ce qu'on aura une entreprise unipersonnelle qui fera une valo de dingue grâce à l'IA. Et mon président m'a dit, nous, dans 5 ans, on sait qu'il y aura des promotes qui seront 4-5 dans la boîte et qui feront peut-être la même chose que nous de façon très efficace, en étant partie d'une page blanche avec des outils nouveaux. Donc lançons-nous, n'attendons pas de se faire challenger par des camarades. Et on a lancé une démarche un peu globale dans l'entreprise. Alors ça, c'est assez classique, mais l'idée, c'est vraiment d'être dans la pratique, comme on l'a dit avec Sarah, avec plusieurs, peut-être 4 points que je peux partager avec vous de manière très opérationnelle. Le premier, c'est les collabs, les collaboratrices, les collaborateurs, les équiper. Alors, ce n'est pas très disruptif non plus, mais un ChatGPT, un copilote aujourd'hui, sur un certain nombre de bureaux. Pourquoi ? Parce qu'on est persuadé que c'est eux qui vont inventer la vie qui va avec, comme la Twingo, et que c'est eux qui vont venir être capables de générer des éléments intéressants à partir de cet outillage. Voilà, donc ça, c'est vraiment un premier point, mettre les collaborateurs en situation de pouvoir utiliser ces outils et de venir nous challenger sur ces nouvelles pratiques. On fait aussi évoluer du coup notre extranet traditionnel, notre intranet, en disant que maintenant c'est un moteur d'IA qui va interroger tous les documents de l'entreprise qui sont dans un petit espace sécurisé
dans une boîte noire, mais qui permet effectivement de poser ces questions de manière assez naturelle, en langage naturel. Deuxième axe, un axe financier. On a dit tout à l'heure, évidemment, la partie financière, c'est essentiel dans notre démarche, avec un truc très pratico-pratique, les factures. Aujourd'hui, on a un nouvel outil, Edifice. C'est l'outil qui permet de gérer toute la vie d'une opération immobilière chez nous, et on dématérialise les factures. Bon, rien d'incroyable, mais l'idée, c'est vraiment que l'IA vienne traiter les factures dans leur entrée dans la plateforme, puisqu'aujourd'hui, j'ai encore des personnes qui vidéocodent de temps en temps des factures qui arrivent, parce que tout n'est pas reconnu automatiquement. Et là, avec cette petite démarche IA, on arrive à traiter 95% des factures de façon immédiate avec cette reconnaissance IA. Donc voilà, donc on considère que c'est une vraie avantage. Alors il y en a certaines évidemment qui vont se dire où est mon poste de demain, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment une fiabilisation de toute cette chaîne entrante de factures. Et puis demain, Trésor, yield management, ajuster nos prix de vente, tout ça, évidemment, on sait qu'on va pouvoir créer des petits modèles avec ces outils-là, et on est en train de regarder tout ça de très près. Troisième thématique, le document. Le document, il est au cœur de nos vies d'entreprise. On en a plein, on en a tout le temps à traiter. Voilà, donc le troisième axe pour nous, c'est le challenge d'un hub documentaire qui va être le pivot de tous nos documents entrant, sortant dans l'entreprise, à la fois pour les classer, pour les comparer, pour les compléter, pour les rédiger, pour les refaire ressortir vis-à-vis de camarades externes. Donc voilà, donc c'est vraiment un troisième point important pour nous, le document au cœur de notre vie d'entreprise. Et puis dernier point, et non des moindres, l'aspect commerce, marketing, image. Bon, aujourd'hui, on voit que des outils nous permettent d'aller très très vite, on en reparlera tout à l'heure, pour aider, pour soutenir toutes ces démarches. Et là, c'est très opérationnel, c'est du temps gagné pour les équipes, c'est de la qualité générée. Voilà, donc on est vraiment dans cette démarche qu'avec de l'IA générative sur toutes ces thématiques-là, avec une idée que le prompt, c'est quand même très sympa de pouvoir écrire à la main et pour avoir vécu plein de révolutions technologiques, du web, du cloud, du je sais pas quoi, du iPhone, on s'aperçoit quand même que celle-ci, elle a une petite caractéristique sympa, c'est qu'elle évolue à une vitesse folle. Tous les jours, on a un truc nouveau. Toutes les semaines, ça change. Moi, je suis passé de j'ai pas de copilote à j'ai un copilote, de ChatGPT, je peux pas mettre de doc, ou je peux mettre des docs. Les docs, finalement, ils sont un peu plus sécurisés que la semaine d'avant, etc., etc. Donc ça change terriblement et à un rythme dingue. Et ça, c'est quelque chose qui est assez sympathique parce que ça nous pousse à poser cette démarche et surtout à la faire partir de façon rapide. Et on voit que ça a des impacts un peu partout. J'ai un camarade qui enseigne dans une école de commerce. Il me disait la semaine dernière, on ne donne plus de documents écrits à rédiger à nos étudiants parce qu'on sait d'où ça sort. Donc on fait plus que quasiment des interros orales à cause de ça, quoi. Donc c'est assez marrant et ça va très vite. À vous entendre, pour vous, il y a des champs d'application qui sont l'optimisation des processus, l'amélioration de la qualité, justement, derrière, et aussi faire mieux avec moins. Et un état d'esprit aussi qu'il faut intégrer, qui est celui de se dire il faut s'adapter assez vite et changer de manière de travailler pour aboutir à ce résultat, dans un contexte qui n'est pas moindre aujourd'hui, qui est une crise immobilière. Ah bah dans le contexte, ça arrive. Effectivement, dans le contexte actuel, c'est juste la survie, puisque on est promoteur. Comme un certain nombre de nos confrères, on est bien obligé de restreindre un petit peu nos effectifs. Et par contre, il faut faire le même job avec moins de bons hommes. Donc voilà. Donc forcément, ces outils-là, ce sont des outils qui nous intéressent pour quand les prémices d'une reprise pointera son nez, on pourra, j'espère, repartir très vite vers de nouvelles aventures grâce à ces outils-là. Clairement. Et je me retourne vers vous, Marc. Votre solution intègre 80% générative, 20% non générative, et surtout dans cette chaîne de valeur immobilière. Je me rappelle quand je suis arrivée dans le secteur de l'immobilier, il fallait comprendre toute la chaîne de valeur, qui est avec plein d'intermédiaires à chaque étape. Vous vous situez en amont et vous vous adressez à
tout acteur qui a un projet de construction. Du coup, vous êtes en amont. Expliquez-nous votre positionnement. Et aussi, ce qui nous intéresserait, c'est en intégrant l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'un client Lianaka gagne comme apport? Oui, merci Sarah, c'est exactement ça. Donc, Lianaka, c'est la filiale digitale du groupe Fondasol. On est spécialisé dans la donnée de sol et dans les risques liés au sol. Donc, dans tout acte de construire, on est bien obligé de poser la construction sur le sol. Et nous, notre métier, c'est de prédire ce qui va se passer ou ce qu'on va trouver. Donc, on a à peu près 65 ans de données. Et c'est une vision de notre PDG qui est intervenu à peu près en 2017 en disant on refait des rapports d'études pour tout type de construction dès qu'on doit réaliser un projet. Et on repart à chaque fois d'une page blanche, donc en réalisant des investigations pour aller voir ce qui se passe dans le sol. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que le sol est portant? Est-ce que le sol est pollué? Et l'idée, ça a été de dire, toute cette donnée qu'on accumule au fur et à mesure, pourquoi ne pas la réutiliser pour au final sortir déjà un modèle à partir de cette donnée-là. Donc effectivement, c'est un long travail, puisque depuis 2017, on a structuré notre donnée pour la fiabiliser. Donc ça a pris un certain temps. Je suis aussi ingénieur de formation et on s'aperçoit que les données étaient un petit peu disséminées à droite à gauche, pas structurées de la même façon. Donc aujourd'hui, on met à disposition de nos clients une donnée structurée c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'au final, on n'a besoin que d'une adresse pour ressortir un modèle qui va chercher tous les résultats de tous les rapports d'études qu'on a pu faire autour du lieu concerné. Donc c'est un gain de temps impressionnant, puisque avant c'était des petites mains qui le faisaient. Et ça permet aussi de recentrer finalement l'acte de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tâches qui étaient faites par l'ingénieur, qui étaient extrêmement chronophages. Et aujourd'hui, en quelques clics, toutes ces tâches-là sont réalisées, donc sont éliminées de son temps de travail, et il peut se concentrer vraiment sur la plus-value qu'il peut apporter, la synthèse et finalement la solution qu'on va trouver pour pouvoir construire le projet. Donc c'est un gain de temps pour nos clients, inévitablement un gain financier, puisque la deuxième étape, c'est que comme on réutilise de la donnée existante, on va essayer d'optimiser finalement les investigations et ce qu'on doit aller chercher dans le sol. Et donc ça permet évidemment d'en faire moins. Pour faire les investigations, c'est des machines de forage, des machines de chantier, donc qui ne sont pas très très vertes. Et donc en réduisant, je dirais, cette campagne d'investigation, on réduit aussi le temps de machine sur site, ce qui fait que ça contribue à l'amélioration aussi du bilan carbone. Je finirai aussi par finalement on a voulu entre guillemets donc synthétiser cette donnée, la vulgariser et la rendre accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rapports d'études de sol, effectivement, sont utilisés par les ingénieurs. Sur notre plateforme, n'importe qui peut aller se connecter et a une visualisation du risque encouru quand on veut construire sur ce terrain-là. Donc c'est assez convivial. Alors évidemment, on essaye d'intéresser le plus grand nombre de personnes. Donc il y a un certain nombre de briques et de steps différentes, mais vraiment en passant par des gens qui ne connaissent pas les données de sol et qui peuvent prendre conscience de ce qui va se passer sur le sol et des complications qui vont arriver au moment où ils vont construire leur projet. Clairement, on est dans le gain de temps. Avant même d'entamer un processus d'étude, etc., il y a une première étape de faisabilité qui permet déjà a priori de voir où est-ce qu'on peut faire des zones, et du coup forcément le gain financier il est important. Oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'on fait mieux les choses. C'est-à-dire qu'avant, en repartant d'une page blanche, on repart de zéro et on refait tout. Là, on va pouvoir dire, tiens, il y a tel risque à identifier, à préciser. Donc, en réutilisant finalement la donnée exploitable, on fait les choses scientifiquement un peu mieux. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a un gain qui est lié, par exemple, à la qualité? Parce que là, on est dans un marché très compétitif. Est-ce qu'il y a un gain qui est plutôt, grâce à l'intelligence artificielle, de mieux répondre à des appels d'offres, mieux gagner certains appels d'offres, justement grâce à cette masse de données, à cette fiabilisation de la donnée derrière, et à cette prédiction de ce qui pourrait se faire? Oui, tout à fait. Alors, on est vraiment dans l'exemple concret de l'avantage de notre solution. C'est-à-dire que je citerai un exemple assez parlant où
une entreprise voulait répondre à un appel d'offres. Donc dans le dossier d'appel d'offres, il y a toutes les données de sol qui sont issues des études d'avant-projet et de projet. Et nous, grâce à notre solution, on a apporté de la donnée supplémentaire et on a pu agréger, je dirais, le modèle de sol qui était proposé, et on a pu l'aider et l'accompagner dans ce cas de cet appel d'offres pour optimiser les solutions de fondation. Donc c'est effectivement un avantage concurrentiel indéniable, puisque on est dans le début de l'IA dans notre métier, et c'est pas encore trop répandu. Il est clair que ceux qui s'équipent aujourd'hui d'intelligence artificielle gagneraient en avantage concurrentiel et en avantage compétitif, et c'est là où je me retourne vers toi, William. Par rapport à qu'est-ce que gagnerait, pour mieux comprendre cet avantage concurrentiel, qu'est-ce que gagnerait un acteur de l'immobilier aujourd'hui à intégrer l'IA dans sa passerelle de services pour gagner en compétitivité? Pourquoi je vous dis ça? Quand j'échange avec des acteurs, la première réaction et les objections par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle seraient mais déjà ayant des rapports qui fonctionnent avant d'aller sur l'intelligence artificielle, c'est tellement loin. Alors est-ce que c'est loin? Alors déjà, c'est une question sur laquelle il ne faut pas que je me plante sur l'intérêt de l'intelligence artificielle. Je dirais qu'il y a principalement 3 choses qui donnent un avantage compétitif, sachant qu'il faut garder en tête que l'intelligence artificielle, ça reste un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire la décision, c'est toujours l'acteur immobilier qui prend cette décision-là. Et nous, par exemple, chez Omio, on va créer de la donnée pour vous aider à prendre cette décision-là. Donc pour faire simple, on va dire il y a 3 avantages compétitifs. Pour reprendre la comparaison de Béatrice tout à l'heure par rapport à Black & Scholes, donc, oui, dans les années 70, donc c'est il y a très très longtemps, quand en bourse il n'y avait que le cours de bourse, subitement il y a eu toute une modélisation qui est arrivée avec Black & Scholes, et puis on s'est intéressé au grec et à différents paramètres pour prendre une décision sur la base de plus de données que simplement le prix. Donc l'intelligence artificielle, et Omio en particulier, vous a créé en fait toutes ces données-là qui vont aller autour du prix du loyer, mais bien plus que simplement le prix du loyer. On va par exemple avoir des indicateurs sur la rotation du patrimoine, sur le risque de basculement d'achat d'un locataire, donc plein d'éléments, comme il y a eu il y a 50 ans sur les marchés, pour prendre une décision sur plus de données, donc une donnée qui est plus riche et plus complète. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que forcément, comme c'est tout automatisé, que on traite beaucoup plus de données, on est capable de voir beaucoup plus de choses par rapport à ce que certains appellent des signaux faibles. Donc là, les relations de cause à effet restent du côté de la décision, mais on va être capable de sortir plein d'éléments. Pour vous donner un exemple très simple, aujourd'hui, on a vu que le nombre de transactions avait baissé d'à peu près 20% sur l'année dernière. Et puis, on a dit que dans le même temps, le marché locatif avait beaucoup plus de pression. Donc ça, c'est des ressentis que l'on peut avoir. Nous, on va être capable de factualiser sur chacun des marchés la pression locative qu'il y a eu, la baisse des transactions qu'il y a eu, et de dire, voilà, sur ce marché-là, vraiment, c'est très compliqué, ou sur celui-là, il n'y a pas eu de changement. Et la dernière chose, qui est la chose la plus visible, c'est la rapidité dans la décision, puisque finalement, en un clic, on arrive à avoir une réponse, quand parfois ça prenait beaucoup plus de temps. Donc là, je rebondis sur ce que vous indiquiez juste avant, c'est-à-dire que par rapport à un appel d'offres où il y a des sols, où il y a de la donnée, on va enrichir cette donnée, on va enrichir cette décision, et en fait, ça va permettre d'avoir au final quelque chose de plus rapide, mais aussi quelque chose qui nous conforte par rapport à un ressenti que l'on peut avoir. Voilà. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Voilà. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter quelque chose parce que finalement, là, on a 3 exemples qui sont totalement complémentaires. Alors, je vais juste donner d'expérience, par exemple. C'est vrai que, il se trouve que je connais un peu Omio quand même, puisqu'on s'est rencontrés en 2016, donc ça fait maintenant un moment. Et par exemple, c'est vrai que tout le monde parle de compétitivité. Moi, j'aime bien dire d'économie d'échelle. C'est un peu différent, mais du coup, en termes de processus de production, c'est important. Et aussi en termes de rentabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai rencontré William et son équipe, finalement, eux étaient capables de faire, on va dire, en quelques clics, ce que moi, je faisais dans les années 2000, où j'avais un modèle, j'y passais une journée pour calculer les élasticités prix, etc., sur les loyers et autres. Et en fait, j'y passais même peut-être des mois. Et quelque part, je n'avais pas la donnée qui était réactualisée, je devais le faire ça de manière manuelle, et bien entendu, je n'avais pas la granularité sur l'ensemble du territoire. Alors pourquoi je dis ça important pour un investisseur, par exemple? Je prends cet exemple-là en particulier pour bien l'illustrer.
c'est qu'effectivement, et pareil pour les sols, c'est-à-dire que vous parlez de ça comme un outil d'aide à la décision. Ça, c'est vrai. Mais par expérience, moi, je dis c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que quand les collaborateurs, finalement, adoptent cet outil à la décision, en fait, ils ont une espèce de learning curve. C'est-à-dire qu'en fait, ils font le voyage. Ils connaissent la base de données. Ils comprennent, finalement, quels sont les sols. Ils arrivent à se familiariser. C'est du domaine de l'intangible, en fait. Ça fait partie de la connaissance et de l'expertise. Donc, en fait, quelque part, j'allais dire, il y a le double effet rendement croissant. Il y a la compétitivité et il y a ce que vous apportez aux collaborateurs et lui, comment il s'éduque et comment ensuite il réfléchit en termes d'élasticité ou d'élasticité par rapport au risque. Et c'est aussi le cas dans ce que présente William et ses collaborateurs sur le fait que, je le vois bien au sein des équipes, finalement, l'outil est indispensable et il permet aujourd'hui aux collaborateurs d'avoir une bonne vision du marché en temps réel, d'avoir les bonnes métriques, les bonnes élasticités et de faire un pricing exceptionnellement précis avec l'outil. Mais surtout, il n'est pas décorrélé, ce pricing, de ce qu'ils ont appris en utilisant l'outil depuis des mois ou des années. Donc c'est ça l'enrichissement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, il y a le côté fast-food, on consomme, etc. Mais en fait, l'intégration de l'IA, mais surtout de solutions qui utilisent l'IA de manière pertinente, elles permettent finalement aux entreprises, aux collaborateurs et autres, véritablement de faire un saut quantique, si je peux me permettre l'expression, en termes de connaissances et d'opérationnalité. Voilà. C'est une bonne transition parce que j'avais une question pour vous. Vous n'allez pas vous échapper. Et c'était justement, on a évoqué plusieurs avantages concrets de ce que l'apport de l'IA pour les différents acteurs, l'optimisation des coûts, des process, l'aide à la prise de décision, et en effet, au-delà de ça, les différentes études, répondre à des appels d'offres, l'avantage financier que ça peut générer. Vous avez ce regard justement une vision exhaustive à travers les grands groupes et à travers les startups. Est-ce qu'il y a d'autres cas ou d'autres avantages que vous voyez, notamment par rapport au pricing, par rapport au financement, par rapport à d'autres sujets ? Alors, je vais prendre un exemple concret qui va faire le lien avec, avec ce que je viens de dire. C'est qu'effectivement, quand à un moment, on s'est positionné, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je vais le dire comme ça. Un cas concret, c'est qu'à un moment, on a voulu se positionner sur un portefeuille résidentiel. En 2018, on a été game changer sur le marché. On ne savait pas qu'on allait être game changer parce que finalement, on a fait une acquisition extrêmement importante. Mais c'est la vérité que quand à un moment, on a dû regarder ligne à ligne, donc pricer, je pense que tout le monde voit ce que ça veut dire, voilà, mettre un chiffre, etc. Moi-même, avec la seniorité, pour ne pas dire la vieillesse que j'ai dit, écoutez, c'est pas vrai que l'analyste va pricer correctement 3000 lignes. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. D'accord ? Donc, du coup, c'est la vérité que pour nous, on connaissait la solution, puisque c'était déjà en 2018. On avait confiance, entre guillemets, dans la solution. C'est aussi la raison pour laquelle je pense que la confiance est clé dans entre guillemets, les PropTech et les utilisateurs de PropTech sur la notion de transparente. Qu'est-ce qu'il y a derrière la boîte noire ? En fait, il n'y a jamais une boîte noire, en fait. C'est juste de l'outillage scientifique qui est bien huilé. Et dans la capacité d'interaction, de bien comprendre, nous, ça nous a permis de pricer donc une transaction qui a été majeure, de bien la pricer. Et rétrospectivement, aujourd'hui, en 2024, par exemple, par rapport au pricing qu'on avait fait en 2018, je pense qu'il y a moins de 2% d'erreurs par rapport à ce qu'entre guillemets avait fait la machine. Et ces 2% d'erreurs, ou alors 2% c'est la moyenne, donc par moment sur un actif on va avoir une différence, en fait on a réussi à comprendre la marge d'erreur sur un actif plutôt qu'un autre. Cette marge d'erreur était liée cette fois-ci au sentiment humain qui avait été donné et non pas ce qu'avait donné la machine. Donc voilà, ça c'est un exemple concret. Ça répond à votre question ou pas ? Très bien. Voilà. Très bien. Mais je ne veux pas monopoliser la parole parce que c'est vous les stars. Ce que j'entends à travers ce que vous dites, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en effet, il y a la solution, etc., mais il y a la notion d'adoption et de confiance qui est extrêmement importante si on veut prendre ce virage qu'est l'intelligence artificielle. Et du coup, je me retourne encore de l'autre côté de la table avec Gildas. Vous avez touché à quelque chose en tant qu'acteur de la promotion immobilière qui est j'intègre l'intelligence artificielle
au sein de l'organisation, qui n'est pas très évident parce qu'on n'adopte pas uniquement une solution, mais on l'intègre dans la méthodologie de travail. Est-ce qu'il y a eu des réticences? Quel était le niveau d'adoption et surtout quels sont les cas dont l'adoption était limite instinctive? Oui, alors il y a eu quelques adoptions addictives, on va dire, dans la démarche. Je vais citer l'assistante de direction qui est dans la maison depuis plus de 17 ans, qui a l'habitude de faire des comptes rendus de réunion, en comité de direction, en prenant des notes, alors des choses bien, des choses où elle sait ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, etc. etc. Et un jour, je lui ai dit, on a copilote, là, on va enregistrer, on va faire du transcript, et puis on va générer le compte rendu avec l'outil. Alors, avec Copilot et ChatGPT, parce que Copilot tout seul, le résumé est très court. Il faut pas avoir grand-chose à communiquer à son actionnaire. Mais on a fait l'essai et elle ne me croyait pas. Bon, elle a pris ses notes pendant toute la réunion. À la fin, j'ai généré le compte-rendu avec ChatGPT à partir du transcript. Et elle revient vers moi, elle me dit « Gildas, c'est simplement génial. Il écrit bien. Il a bon. Il est à peu près bon. Bon, il y a des trucs qu'il avait oubliés, mais globalement, il est à peu près bon. Et je vais arrêter de venir en codir. Vous n'avez plus besoin de moi. » Voilà, donc c'est très concret. Et elle a continué lundi dernier. Donc c'est très marrant parce qu'elle l'a vraiment adopté en y allant vraiment en se disant ça n'allait pas marcher. En disant ton truc, ça ne va pas marcher. Et c'est une fille très exigeante sur la façon dont c'est écrit. Donc pour qu'elle dise que c'était bien écrit, c'était un petit challenge quand même. Voilà. Donc c'est pour dire que si Manuela dit on y va, on va avoir on y va. toutes les réunions qui vont être sous ce format-là, en tout cas rapidement. Et aujourd'hui, par rapport au petit groupe d'early adopters là, qu'on forme toutes les semaines à ces technos, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui me dit je voudrais bien rentrer dans le groupe, est-ce que je peux rejoindre le cours, etc. etc. Donc c'est vraiment une courbe d'apprentissage très rapide. Alors côté com aussi, par exemple, c'est pareil. Les filles de la com se sont vite approprié l'outil avec un vrai gain de temps. Pourquoi? Parce qu'elles ont respecté les 7 règles d'un bon prompt, parce qu'il y a des règles à respecter pour que ça marche. Donc elles les ont apprises, elles les ont mises en œuvre et ça marche plutôt bien. Et surtout, elles ont bénéficié du fait que maintenant on peut lui filer des documents en entrée pour lui dire voilà, inspire-toi de la façon dont je rédige d'habitude pour rédiger ton truc. Voilà, et maintenant ça ressemble, les posts ou les com marketing qu'elles génèrent ressemblent vraiment à ce dont elles avaient l'habitude de faire toutes seules, avec un vrai gain de temps. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est gagné. Et dernier point peut-être sur cette thématique de l'usage basique de ChatGPT ou de ses amis, le président, le truc pour moi le plus improbable, qui m'a dit j'ai généré mon ordre du jour du prochain conseil d'administration avec ChatGPT. Et il a eu des bonnes idées que j'avais pas eues. Voilà, et donc j'ai ajouté des points auxquels j'avais pas pensé dans mon conseil. Voilà, donc c'est assez rigolo parce qu'on voit que ça fait aussi ce petit ping-pong, ce petit miroir avec l'arbre de décision. Enfin, on voit qu'on peut aussi avoir une réflexion qui s'enrichit un tout petit peu autour de thématiques qu'on adresse tous les jours. Dernier point peut-être sur cet angle assez pratico-pratique. Ce qui est rigolo sur la partie facture dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ça a été fait avec des prompts ChatGPT et comme vous le savez, on écrit en langage naturel. Donc pour moi qui ai un parcours d'informaticien contrôlé depuis 25 ans, évidemment c'est bizarre parce que du coup n'importe qui peut le rédiger le prompt. C'est cherche-moi le siret dans la facture, il doit être après le mot siret, il a 14 caractères, etc., etc. Donc c'est pas de la programmation haut niveau, je parle, j'écris comme je parle, je veux pas que tu inventes, n'invente pas, n'invente toujours pas, n'invente vraiment pas. Voilà, donc on peut vraiment lui dire ce qu'on veut. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi, c'est mon premier bout de code source sur lequel il n'y a pas une ligne de code informatique, on va dire, c'est que de l'anglais, parce qu'on lui parle en anglais quand même. Il est meilleur en anglais qu'en français. Mais voilà, ça va être une API qui va être pilotée par un appel en langage naturel. Et moi, dans ma formation, je faisais des études sur du langage naturel il y a fort longtemps. Et on peut se dire qu'effectivement, l'IA a beaucoup changé entre les lignes de prologue là qu'on lui faisait à la main et aujourd'hui ChatGPT à qui je parle directement et qui me donne un résultat à partir d'un doc PDF que je lui ai envoyé. C'est assez fabuleux quand même.
Dans la même continuité, Marc, vous avez une solution qui s'adresse à plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez partager avec nous, parce qu'on parle beaucoup d'avantages, de ce que ça apporte, etc. Concrètement, d'un point de vue métrique, qu'est-ce qui gagne vos clients en termes de pourcentage, de combien on réduit les coûts, de combien on gagne financièrement, etc. Alors, je vais vous citer une expérience client qu'on a eue pour un industriel qui devait construire un bâtiment sur un de ses sites. Dans un premier temps, donc on a testé l'outil finalement sur son projet. En 72 heures, on a pu finalement ressortir le modèle de toutes les données environnantes. Donc, dans la négociation, en fait, on lui a déjà apporté une première solution, une première orientation pour qu'on puisse décider ensemble de ce qui devait être envisagé pour son projet. Là où ça aurait pris peut-être 2 semaines de faire ce travail-là à la main. Et ensuite, on a fait le travail d'optimisation dont je vous parlais tout à l'heure sur les investigations pour la phase d'étude. Et on a réduit environ le coût de 15% sur son étude. Et on a réduit évidemment le temps des machines passées sur le terrain. Donc il faut savoir que c'est pas énorme, mais une journée de machine économisée, c'est 50 kg de CO2, d'équivalent de CO2 économisé, sachant qu'on fait à peu près 10 000 affaires par an, et que là, je vous ai cité une journée d'économie à peu près pour un chantier, ça donne un petit peu l'envergure de l'économie qu'on peut faire, puisque ensuite les machines peuvent être utilisées ailleurs où on peut réduire le parc machine. À toi, William. Je vous pose la même question. Quels sont les... Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure, donc là, sur les portefeuilles, en fait, de façon très concrète. Donc, quand vous avez un vendeur qui met en vente un portefeuille de biens immobiliers résidentiels, ce portefeuille peut contenir plusieurs milliers de logements, et les investisseurs potentiels ont un temps assez restreint pour faire une offre sur ce portefeuille, ou ne pas faire d'offre. Et évidemment, pour analyser tout ça, il faut aller relativement vite. Mais il faut aussi donner un prix et puis avoir plein d'autres indicateurs, entre guillemets, métiers, qui permettent aux analystes qui ont l'habitude de certains indicateurs de faire une offre, et de faire une offre dans laquelle ils sont eux-mêmes confiants, puisque derrière, il faut qu'ils aillent chercher des fonds pour acheter ce portefeuille-là. Et donc nous, ce que l'on fait dans ce genre de situation, c'est donc le calcul, par exemple, du potentiel de réversion, comparer la rotation d'un patrimoine par rapport à la rotation habituelle sur le marché. Donc tous ces indicateurs-là, on les construit. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on est aussi capable de regarder l'évolution du portefeuille dans le temps, c'est-à-dire faire des valorisations il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, donc voir quelle a été la résistance du portefeuille par rapport à un stress immobilier, par exemple pendant le Covid, et aussi maintenant de construire des indicateurs RSE, puisque les investisseurs qui investissent dans ces portefeuilles immobiliers résidentiels sont très sensibles justement à l'impact que le portefeuille peut avoir. Donc tout ça, c'est possible. Ça fait gagner énormément de temps, et c'est possible justement grâce à tout ce que l'on a construit, mais bien sûr avec le recul que peut avoir un professionnel de l'immobilier par rapport à toute la donnée que l'on fournit. Je vois que le temps défile et qu'on avait énormément de choses à partager. Du coup, une question pour finir cette table ronde. C'est pour vous, Béatrice, mais ça sera la même pour tout le monde. On parle d'intelligence artificielle, on a bien saisi toute la partie avantages, avec des cas concrets, avec notamment des gains, avec des métriques qui nous permettent de le mesurer. Et c'est ça, c'est important, c'est mesurer ce qu'on fait. Mais la question, c'est comment on voit l'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'immobilier à court, moyen terme, et quelles sont les tendances qui vont émerger. Parce que là, ce que j'entends dans ce que vous dites, et par rapport à vos propos, Béatrice, il y a un sujet de confiance, il y a un sujet aussi de R&D, parce que les solutions, on ne les crée pas en un mois. C'est des solutions, pour l'INACA, c'était 5 ans de R&D, pour Omio, c'était plus de 100 ans de R&D. Il y a un sujet de précision des modèles, de niveau de confiance, il y a tout ce beau monde qui se côtoie pour intégrer ce type de solution. Alors, je pense que vous avez déjà bien répondu à une partie de la question. Alors, pour l'immobilier, quelles sont les tendances ? Du coup, je vais essayer de rebondir sur ce que j'avais en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a une problématique de crise. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est très important, parce qu'on n'a pas parlé du coup de le côté opérationnel, exploitation, l'immobilier, c'est quand même le 2e producteur de gaz à effet de serre dans le monde. Et aujourd'hui, enfin, ou plutôt demain, en 2050, 2070, 80% de la ville est déjà, entre guillemets, construite.
Donc en fait, il y a tout un patrimoine à régénérer et je pense véritablement que toutes les solutions de IA, pas uniquement celles associées par exemple à la géothermie, des immeubles connectés pour la consommation énergétique, etc. Je pense que quand on a un portefeuille de manière globale, l'ensemble des sociétés vont justement devoir se poser la question comment j'aligne mon portefeuille, comment j'aligne chaque immeuble sur ma trajectoire carbone, par exemple, c'est des CAPEX, ok, et qu'est-ce que j'utilise comme outil d'intelligence artificielle, de PropTech pour des sols, d'accord, pour ce que moi j'appelle du software, d'accord, pour des économies d'échelle, entre guillemets, du back-office, pour du pricing. Comment je m'équipe pour que, quelque part, avoir une solution globale sur mon portefeuille et sur mon plan stratégique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, j'en suis convaincue, c'est que l'immobilier, je pense que, quelque part, la crise appelle un sentiment d'urgence aussi sur l'adoption de techniques relativement rapides pour justement passer la crise. C'est probablement certains acteurs qui vont pouvoir passer la crise. Je pense aussi, notamment pour les plus petits acteurs et pas qu'aux gros, c'est potentiellement grâce à des solutions comme celle-ci qui peuvent mieux passer la crise. Et je pense, mais je l'ai dit en introduction, que moi j'adore l'immobilier, j'adore les gens qui font de l'immobilier parce qu'en fait, quelque part, on a une communauté de personnes très différentes qui arrivent à travailler de manière interdisciplinaire. Et ce qu'il y a de très beau, entre guillemets, aujourd'hui avec les PropTech, c'est qu'on travaille ensemble, en architecture ouverte, de manière collective. Et c'est l'interdisciplinarité qui permet, quelque part, d'accélérer les changements dans un monde qui paraissait vieillissant. Donc quand j'ai dit ça, je n'ai pas terminé, parce qu'en fait, je pense que demain, on a connu en immobilier, pour les plus âgés là, que je regarde, la révolution où les asset managers devaient être financiers, d'accord, pas uniquement travailler l'immeuble en tant que tel. En fait, je pense que demain, et déjà dès aujourd'hui, tout le monde doit être un peu ingénieur, soit en termes d'utilisation, soit en termes de conception, etc. C'est-à-dire que sans le savoir, vous serez probablement ingénieur. Et je pense que l'immobilier de demain sera, grâce à l'ensemble, à l'écosystème des PropTech, on n'a parlé que 3, d'accord, mais voilà, c'est énorme, hein, notamment les Français, notamment la R&D qui est mise dans tout ce qui est renouvelable en immobilier. On va pouvoir, pourquoi pas, j'allais dire, accélérer la transition pour le bien commun. Voilà. William, vous avez le challenge de rebondir sur tout ça. Alors moi, pour l'IA, évidemment, je vous dirais qu'il faut embrasser la technologie. Voilà, ça, c'est une première chose. Je dirais il y a par contre 2 choses auxquelles il faut faire un petit peu attention. La première, pour rebondir sur l'exemple de ChatGPT, donc pour ceux qui l'ont utilisé au tout début, quand vous posez des questions à ChatGPT, vous vous rendrez compte que ce sont quand même des Américains qu'on codait. Tout est exceptionnel, vous êtes formidable, vous êtes le meilleur, c'est sublime, magnifique. Bon, évidemment, si vous utilisez la première version de ChatGPT pour faire votre texte et que ce sont des Français qui le disent, ils vont se dire qu'il y a quand même un petit problème. Donc ça, sur l'IA, c'est toujours la même chose, c'est un problème de gouvernance, c'est-à-dire comment a été fait le modèle, quels sont les garde-fous par rapport à ça, et puis on se rend compte dans la législation que le législateur fait de plus en plus attention par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois il y a un effet waouh, toujours il y a un effet waouh, mais qu'il faut que l'effet waouh il continue. Et pour qu'il continue, ce qui est très important, c'est la maintenance des modèles. C'est-à-dire qu'à l'instant T, vous pouvez être impressionné par un résultat, mais ce qui compte, c'est que vous le soyez en continu. Et pour rentrer un petit peu dans le détail sur la maintenance des modèles, il y a 2 raisons principales pour lesquelles la performance des modèles dévie. Le premier, pour parler immobilier, c'est que vous avez un modèle qui a été entraîné sur des appartements parisiens, et puis vous allez essayer de prédire le prix des villas aux États-Unis. Donc les jeux de données étant pas très bons, ça ne va pas donner de bons résultats. Donc les jeux de données qui sont utilisés. Et la deuxième chose, c'est que le marché immobilier change. Voilà, et donc comme il change, forcément il va y avoir un dérapage par rapport à la performance. Donc il faut en continu en fait entraîner votre modèle et vérifier que sa performance tient la route, etc. Et donc tout ça en fait par rapport à l'intelligence artificielle sont 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est la gouvernance des modèles, et le deuxième, c'est la performance dans le temps et donc la maintenance des modèles. Voilà, donc comme le disait tout à l'heure Béatrice, en fait, c'est en utilisant en fait l'intelligence artificielle que vous allez vous faire votre propre opinion et que vous allez voir si ces 2 critères-là, l'utilisation avec les sociétés qui en font, s'ils sont bien respectés. Voilà. Merci William. Marc ? Oui, alors moi je pense effectivement que l'IA dans nos métiers, et notamment dans des métiers techniques, et au début, c'est le train qui commence à partir. Donc avec Yanaka, on a voulu
vraiment monter dans ce train et être acteur. Je vous parlais tout à l'heure d'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, et je pense que quand on réfléchit, tout le monde réfléchit dans son quotidien, il y a énormément de choses à faire, donc ça donne de belles perspectives pour l'utilisation de l'IA dans des domaines aussi diversifiés que la technique, le financier, comme on a pu l'entendre aujourd'hui. L'IA générative, chez nous, on a commencé à la mettre en place et on s'aperçoit que y a beaucoup de sujets à pouvoir améliorer. On parlait d'un compte-rendu de réunion. Nous, c'est un petit peu pareil. On produit des rapports d'études à la suite de données qu'on a récoltées et on commence à tester justement la production de rapports d'études à partir de ces données. C'est assez bluffant parce que on a des choses qui sont justes et qui ressortent en un temps vraiment record. Donc je pense que c'est une belle perspective d'évolution que l'IA générative dans les prochaines années. Et enfin, pour finir, vous avez vu des exemples assez différents de domaines différents qui utilisaient l'IA et des plateformes SaaS. Je me dis que ça a du sens à un moment donné peut-être d'arriver à mutualiser pour travailler dans le même sens et donner quelque chose de plus global à nos clients et aux gens qui veulent finalement construire des projets. Et aussi à l'écosystème French Tech, que ça s'exporte à l'international. À vous, Gilles. Oui, pardon, un petit mot pour finir. J'ai beaucoup aimé les différents éléments échangés. Je suis d'accord sur les petits acteurs qui pourront passer la crise avec ce type d'outillage, c'est certain. Et il y en a certains qui vont nous challenger fortement avec ça. Gérer des portefeuilles, oui. Aider à construire, j'espère, en tant que promoteur, que ça va nous aider à construire. Tout ce qui est relation client, on n'en a pas beaucoup parlé. Ce n'était pas forcément au cœur de nos échanges, mais évidemment, ça change complètement la relation qu'on a avec des clients finaux, avec des acquéreurs, avec des locataires, avec une sphère de partenaires. Donc ça va nous bousculer fortement dans ces domaines-là, évidemment. Sur les modèles à surveiller et à leur faire apprendre le futur, je suis complètement d'accord. C'est pas parce que l'IA fait beaucoup de choses qu'il faut rien faire. Et on attend avec impatience l'IA d'Apple qui a annoncé, je crois pour le mois de juin, là, qui a annoncé comme une IA très apprenante. Donc on verra si Apple a su faire un petit pas de côté. Je crois qu'ils sont très en retard aujourd'hui. Mais ils annoncent une IA apprenante qui apprendrait mieux que les autres, qui serait moins maligne pour nous filer du contenu au kilomètre, mais qui serait plus sensible à ce qu'on lui injecte comme données pour formuler une réponse. Donc tout à fait d'accord sur le fait qu'évidemment ça doit rester au service de ce qu'on veut produire nous et pas de ce que la machine veut bien nous produire demain. Merci. On arrive au timing et je tenais à remercier nos intervenants et intervenantes. Et merci à l'audience de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Merci, Sarah. Et on pourrait prendre peut-être une ou deux questions dans la salle, si vous en avez. Bonjour, je voudrais savoir si vous connaissez, à part des sites ou des applications qui apprennent à gérer les IA. Dans quel sens gérer l'IA ? Pour apprendre à le manipuler, enfin à pouvoir l'utiliser, par exemple. Moi, ce que je peux dire vite fait là-dessus, alors il y a beaucoup de choses, de tutos sur Internet, hein, évidemment. Et puis il y a beaucoup de jolies structures qui se lancent dans les cours, dans la formation opérationnelle. On va peut-être pas citer de noms là, mais je peux donner quelques noms avec lesquels on travaille et qui sont des gens plutôt intéressants. Voilà, mais il y a plutôt une jolie offre de gens qui viennent maintenant nous aider à prendre en main ce type d'outillage, à la fois niveau codir COMEX, niveau manager, et puis niveau celui qui l'utilise pour de vrai. Non pas que le COMEX ne l'utilise pas, hein, mais celui qui l'utilise au quotidien, on va dire. Et voilà, donc il y a des très belles offres là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a quelques règles du jeu intéressantes à capter si on veut être efficace plus vite. Parce qu'on peut tourner en rond un certain temps si on n'a pas quelques inputs qui aident à démarrer peut-être.
Moi, je vais juste rajouter quelque chose. Merci, monsieur, de votre question, parce que du coup, ça me permet de dire quelque chose que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit. Il y a un rapport qui vient d'être sorti pour le gouvernement par Philippe Aghion, qui est l'économiste du progrès technologique, justement, comment intégrer l'IA dans nos sociétés. Donc, il y a effectivement ce que vous dites, le fait qu'il faut absolument éduquer toute une population. Je vous invite à regarder, à feuilleter. Il y a des chiffres relativement intéressants. Il y a des axes stratégiques relativement intéressants parce qu'effectivement, on arrive à faire d'autant plus de progrès techniques qu'il y a une adoption sociale, en général, du progrès technique et de l'intelligence artificielle en particulier, et que quelque part, c'est aussi un enjeu de souveraineté économique européenne, mais aussi un enjeu de compétitivité. Ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose un peu plus micro, c'est que j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas, qui font de la PropTech ou pas que, qui font de la FinTech, qui seraient peut-être dans la salle, à rejoindre le pôle Finance-Innovation pour participer à l'écosystème, pour avoir des échanges avec des grands comptes, des échanges avec d'autres PropTech, parce que finalement, elles vont bénéficier de synergies à la fois en interne, en externe aussi, pour réfléchir à comment pérenniser leur business model, pourquoi pas essayer de lever des fonds. Donc, ceux qui ne sont pas labellisés, n'hésitez pas à le faire et surtout, rejoignez le pôle Finance Innovation. Voilà, merci beaucoup. Une dernière question. Merci Béatrice pour ces mots. Si vous voulez connaître un petit peu plus sur Finance Innovation, le startup, n'hésitez pas à me voir juste après, dans la période complète, à la fin de la matinée. Pour la dernière. Oui, bonjour. Merci déjà pour cet échange, c'était extrêmement intéressant. J'ai une question vis-à-vis notamment de la petite histoire sur votre assistante de direction qui finalement du coup ne considère qu'elle a plus sa place au CODIR parce qu'elle est remplacée finalement. Est-ce qu'à moyen court terme, vous voyez l'IA comme un outil d'aide à la décision qui restera sous le joug et sous la commande de l'humain pour l'input final, ou est-ce que vous le voyez typiquement remplacer des strates complètes employés, salariés de nos différentes sociétés? Alors c'est une bonne question. Je vais répondre à la normande. Peut-être bien oui, peut-être bien non. Non, pas tout à fait. En fait, si j'en crois les échanges que je suis sur LinkedIn, il y a des métiers qui ont du souci à se faire. C'est probable. Ensuite, je pense que tout ce qu'on a dit là tend quand même à soutenir l'idée que c'est une aide à la décision d'abord et avant tout. D'accord ? Donc l'être humain a quand même encore sa place, et plus que sa place derrière la machine. C'est le problème, c'est toujours entre la chaise et le clavier. Hein, donc il faut, on agit quand même sur cette machine, et on a encore de beaux jours devant nous, je pense, là-dessus. Par contre, il y a des pans de métiers qui vont sans doute être très challengés et très disparaître. Moi, je sais que on a des métiers d'assistante chez nous qui vont tendre à être beaucoup moins nombreux, ou en tout cas réorientés vers des métiers différents. Je pense qu'il y a aussi des gens qui suivent les programmes de manière très opérationnelle sur les aspects financiers, qui vont avoir, eux, par contre, beaucoup d'aide à la décision pour piloter peut-être plus de programmes. Donc moins de bons hommes, mais quand même des gens qui seront derrière la machine et qui seront là pour piloter les choses. Hein. Du coup, le rapport de Philippe Aghion répond à ce type de questions. Voilà, donc vous y trouverez pas mal de réponses avec une vision effectivement positive sur le progrès. Mais j'ai envie de dire, quelque part, c'est quand même génial de plus faire. Quand je pense à mon cas particulier, je fais plus du tout les modèles parce que maintenant j'ai des acteurs reliable qui peuvent m'aider. Mais du coup, tout ce temps passé, je l'ai enrichi à faire complètement autre chose et moi-même à apprendre de nouvelles choses. Donc voilà. Mais donc vous trouverez vraiment des réponses relativement tangible à tout ça, et vive le progrès, j'ai envie de dire.